Il y a une image impressionnante quand même à l'arrivée de ce Pourquoi ? vieil hôpital et ces ailes-là avec la chapelle au milieu. On dirait, on arrive là, on dirait que ça doit se finir dans la chapelle. Et donc on sait que c'est là que attendent, enfin je l'ai interprété comme ça, qu'attendent les corps avant l'enterrement, quoi. Et donc c'est central comme ça, là, et tu te dis, ben voilà, c'est le circuit, quoi. Il y a les ailes, 1, 2, 3, 4, et on finit, c'est la chapelle. La galerie avec la fontaine au milieu. Et puis, voilà, c'est des images, et puis ces grandes salles communes. Quand on prenait l'ascenseur, là, on voyait la grande salle commune où les enfants étaient allongés, là. Moi, je suis assise dans le couloir, qui n'est pas un couloir devant Brézin 1, c'est-à-dire sous la galerie. Dehors, sous la galerie, il y a un petit muret, là. Et voilà, plusieurs parents sont assis là parce que c'est le moment des soins et on nous sort. Et donc, on est à l'extérieur, il fait froid. Voilà. Donc, c'était plus un mélange comme ça d'impatience, de colère, d'être là. Puis en même temps, d'être suspendu au milieu de rien, quoi. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 14, épisode 4. Cette semaine, émission Assistance médicale, la grande histoire et l'amour fou. De la maladie à l'amour dans une ville déchue pendant 18 printemps, nous comptons nos nuits d'automne. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de syllabes, qu'elle est mieux que les autres, l'émission de cinéma, qu'elle est mieux que les autres, pardon. Et donc au programme ce soir, nous allons parler de 3 films. Pour commencer, un documentaire Fils de Garche réalisé par Rémi Gendarme Cerchetti, et ensuite de 2 films qui sont réédités chez nos camarades de Spectrum Film, 2 films de À Nuit qui se répondent de manière astucieuse. Donc il y a Love in Fallen City de 1984 et 18 Springs de 1997. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a la fine fleur de la critique du Grand Ouest, il y a carrément Floré. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. À la mise en son de cette émission, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Fidèle à sa légende, le docteur Erwan sera un tantinet en retard puisqu'il n'arrivera qu'en deuxième partie d'émission pour parler des films de À Nuit, car là il est actuellement sur la route toute la sainte journée pour revenir de la riante cité de Loudéac. On lui souhaite bien du courage, hein, bien évidemment. Et un bon retour. Voilà, un bon retour. Mais donc voilà, il arrivera pour parler des films de À Nuit, des films de Hong Kong. Hein, c'est quand même sa spécialité. C'est un peu aussi pour ça qu'il est là dans cette émission. Bah oui. Donc voilà, avant de passer à la section critique de cette émission, les agendas local. Ce soir recommence à Cinémaniacs, donc au Diapason sur le campus de Rennes, leur programmation de cinéma pour le semestre. Et donc là, il commence fort avec une projection de Mystic River, le chef-d'œuvre de 2003 de Clint Eastwood, donc proposé en copie 35 mm. Un des grands films de Eastwood. Oui. Un film peut-être à ne pas revoir si vous venez juste d'être parent, par exemple. C'est pas forcément la meilleure idée. En tout cas, un des très beaux films de Clint. Oui, mais par contre, c'est à revoir si vous aimez le cinéma et des énormes performances d'acteurs. Oui. Même ce cabotin de Sean Penn y est excellent. Exactement. C'est vrai qu'on a parlé de Sean Penn la semaine dernière, hein, qui a sorti son nouveau film Flag Day, que je n'ai pas encore vu, mais qui a l'air quand même pas piqué des hannetons, même si moins que The Last Face, une fois de plus. Demain, sur le campus de Rennes 2, au Ciné Tambour, programmation L'Enfer du décor, avec 2 films à 18h, Massiste en enfer, donc film italien de Guido Brignone, donc un péplum avec des massifs, c'est toujours chouette. À voir, carrément. À voir, exactement. Et à 20h30, donc c'est le chef-d'œuvre de Big John Carpenter, Prince of Darkness, ou Prince des Ténèbres chez nous. Donc, voilà. Oui, mon Carpenter préféré. Oui, moi aussi, voilà. Je pense que c'est dans mon top 2 ou mon top 3. Peut-être pas son meilleur, parce que film quand même à budget un peu rikiki, mais vraiment des thématiques très approfondies, et puis surtout une imagerie du mal terrifiante, très puissante. Ouais. Un de ses meilleurs chefs-d'œuvre. Hein. Oui, disons ça comme ça. Ouais, un très très grand film. Donc
vous pouvez aller le revoir donc demain au Tambour. Sinon, agenda local pour finir, ça sera 2 événements à l'Arvor, donc autour de Michael Mann. Le premier, c'est dimanche prochain, proposé par nous-mêmes et nos camarades du cinéma est mort, dans le cadre du film du dimanche soir à 20h. Vous aurez la joie de voir ou revoir ou revoir, car en général on ne le voit pas qu'une fois, le sur-chef-d'œuvre de 1995, donc de Michou, Hit, avec Bob De Niro et Al Pacino. Un des polars... un des plus grands polars des 30 dernières années, en tout cas, qui a eu une influence absolument incroyable sur toute la production du cinéma américain, du film d'action et du polar de manière générale. Influence majeure, et pas seulement d'ailleurs qu'aux États-Unis. Oui, quoi dire, beaucoup de choses ont été écrites, dites sur It, mais mis à part là, on parle beaucoup de la scène de braquage, forcément totalement chef-d'œuvresque, on parle beaucoup du duo d'acteurs Pacino, De Niro ici à leur quintessence, mais c'est aussi un grand film sur l'envers du décor du rêve américain, tout en filigrane. Il y a beaucoup de choses très très intéressantes, notamment au travers du personnage, de la compagne de Robert De Niro, dont j'ai oublié le nom du personnage, qui est joué par Amy Brenneman, si je ne m'abuse. Qu'on a trop peu vu après d'ailleurs. Oui, exactement, excellente actrice. Et ici, j'invite les spectateurs et les spectatrices à se focaliser sur son personnage, qui en dit beaucoup plus que sa relative présence-absence à l'écran. Voilà. De toute façon, nous aurons largement l'occasion de revenir sur Michael Mann, parce que comme on l'a déjà annoncé ici, nous ferons une émission fin octobre, début novembre, consacrée au cinéma au pluriel de Michael Mann, parce qu'il y a notamment donc le livre de Jean-Baptiste Torret qui est sorti il y a 2 semaines de ça, et nous ferons une émission fleuve, je pense, sur le cinéma et flux. Exact. Oh, bien joué. Et sur le cinéma de Michael Mann, car nous aurons notamment la joie et l'honneur de recevoir l'ancien grand timonier de cette émission et grand magnien devant l'éternel, donc Air Force One Flocley, qui sera des nôtres, sa présence étant évidemment requise, voire indispensable pour parler de Michael Mann ici. Et il n'en peut plus de vouloir parler de Miami Vice. Là, ça fait des années. Moi je suis d'accord. L'émission n'existait malheureusement pas encore en 2006, donc nous n'avions pas pu en parler, mais là, croyez bien qu'on va en tartiner. Oui. Et pour finir donc sur Michael Mann et sur Torret, donc le 12 mardi prochain, donc Jean-Baptiste Torret vient à Rennes pour présenter son livre à la Parcheminerie en partenariat avec la librairie Le Fayère. Donc il y aura une rencontre qui sera animée, je pense, par Julia de la librairie Le Fayeur, ou alors par nos camarades Antonin et Étienne du cinéma est mort. Donc ce sera à 18h, et à 20h15 il y aura la projection donc du 6e sens de Manhunter, donc de Michael Mann, donc à l'Arvor. Voilà la première apparition à l'écran de Hannibal Lecter avant qu'il ne soit cabotiné par Anthony Hopkins, mais qui le fait très bien, donc là qui est joué par Brian Cox, avec l'idole du polar des années 80, William Petersen, dans son pantalon moulé. Super. Voilà. Et puis en plus, écoutez Jean-Baptiste, toujours passionnant. Voilà, exactement. Sur Mann, il sera à peu près intarissable, mais on lui rappelle qu'il n'a qu'un temps limité normalement de parole. Peut-être qu'on aura le droit à plus que l'intro, mais c'est pas sûr. Oui, c'est pas sûr. Donc voilà, ce sont les agendas locaux. Il y aura d'autres choses à venir dans les semaines à venir, du coup, mais nous en reparlerons la semaine prochaine. Sortie nationale, pas grand-chose, mais peut-être quelques petites choses qui pourraient nous intéresser, je ne sais pas. Il y a le nouveau film des frères Larieux, une comédie musicale qui s'appelle Le Tralala, avec Mathieu Amalric. Pourquoi pas. J'aime plutôt bien les frères Larieux. Là, je suis pas super confiant, mais ils sont plutôt bons dans la comédie chorale en général. Il y a Mon Légionnaire avec Louis Garrel. Non. Voilà, donc l'armée française continue de mettre des billes dans la production de films. Après, il y avait Les Combattants, il y avait Volontaire avec Jane Ruxel et Lambert Wilson, il y avait Le Chant du Loup. Bien sûr, ils ont mis de la maille, mais c'est un peu plus quand même nos amis, eux des services secrets, qui ont mis dans le bureau des légendes. Donc là, ils continuent à vouloir un peu faire une propagande discrète à la française. C'est un peu moins vulgaire que les Américains avec Michael Bay et puis Tony Scott. Voilà, c'est plus dans le feutré chez nous, c'est la grande muette. Et donc voilà, il y a ça qui sort. Il y a un documentaire de Marco Pontecorvo. Je ne sais pas si c'est un rapport avec Gillo Pontecorvo, mais un documentaire qui s'appelle Fatima. Et à propos de Pontecorvo, dans 2 semaines, il y a Carlotta qui ressort en salle, et je crois aussi en Blu-ray, La bataille d'Alger. Donc on reviendra peut-être sur cet énorme chef-d'œuvre du cinéma politique et militant. Un modèle, on peut le dire. Oui, un film indispensable. Sinon, il y a un documentaire qui est déjà passé plusieurs fois à la télévision, notamment sur Arte, mais qui a l'honneur d'une sortie salle. C'est le documentaire Delphine et Carole Insoumise, donc sur la rencontre entre Delphine Seyrig et Carole, je ne sais plus, je suis désolé, mais en tout cas c'est un excellent documentaire, Thibaut, justement sur la convergence des luttes féministes dans les années 70.
Ok. Donc voilà, en tout cas, excellent documentaire. Et sinon, donc, pour les esthètes, pour les amoureux du meilleur espion de Sa Majesté, donc il y a le nouveau 007, Mourir peut attendre. Voilà, parce qu'ils ont fait à peu près le titre de tout ce qui était possible avec Mourir, après Demain ne meurt jamais, après Meurt un autre jour, après Vivre et laisser mourir. Donc là, c'est Mourir peut attendre. Voilà, donc c'est le dernier round de Daniel Craig dans le rôle de l'agent 007 et ça va conclure un petit peu son run et son fil narratif avec les 4 films précédents. C'est réalisé par Cary Fukunaga, donc qui avait réalisé notamment la première saison de True Detective et qui a fait l'excellent Beast of No Nation. Bon, ça va être nul, hein, mais je vais aller le voir quand même avec un enthousiasme non fin. Je revois régulièrement des 007. Comme tous les bondophiles, je suis conscient que la plupart des films de James Bond ne sont pas terribles, mais j'aime quand même bien les voir, c'est un peu mes Marvel à moi. Ou comment voir Fukunaga se faire défoncer par l'industrie. Oui, écoute, a priori, il n'était pas non plus totalement malheureux. Hein, voilà, il n'a pas été payé comme un clodo, quoi. Non. Mais donc voilà, par contre, le film fait quand même 2h40 bien tassé, les enculés. Hein. Alors, ils ont fait des bonds longs, hein, genre dans les 2h20, un truc comme ça, mais là, quand même... Ouais, 2h40, putain, ça va être dur. Hein. Ah là là, j'ai hâte. On dirait un film de Denis Villeneuve. Un petit peu, ouais, c'est un peu le problème. Déjà que les films de Sam Mendes ressemblaient à des films de Christopher Nolan, alors bon, bref. En tout cas, j'ai hâte d'aller voir ça sur pièce, vérifier ça sur pièce demain. Donc voilà, non, c'est pas Die Another Day, c'est Too Late to Do. On s'en fout. Non, pas Meurt un autre jour. Mourir peut attendre. Voilà, ouais, bref. Donc, on va passer à la section critique de cette émission. On va partir du côté de l'handicap et de l'assistance médicale, duquel on peut dire que non, rien n'a changé. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et donc c'était les René Binamé avec Non, rien n'a changé. Reprise donc que des Poppies, le fameux groupe de chiards des années 70 qui ont fait une palanquée de tubes. À réécouter d'ailleurs les Poppies, notamment en termes de prod, c'est pas si mal. Hein. Oui. Voilà, une super reprise de Let the Sun Shining et surtout Love, Amour. Lyubov, une très belle chanson qui nous dit que love, dit-on en Amérique, Lyubov en Russie soviétique et amour aux 4 coins du monde. Voilà, si ça c'est pas beau. Donc voilà, René Binamé avec Non, rien n'a changé et sans vraiment de rapport. Nous allons parler à présent d'un documentaire qui n'a pas encore connu d'exploitation commerciale en salle, mais qui a fait une tournée de présentation en France. Il passera notamment pour nos amis parisiens, car nous avons des amis parisiens, car nous sommes tolérants. Il passera au Centre Pompidou la semaine prochaine, le 16 octobre, si je ne m'abuse, mais en tout cas, ça sera vérifié sur le site du Centre Pompidou, car vous savez en tout cas que dans cette émission, nous aimons beaucoup le cinéma documentaire, qu'il soit français ou du reste du monde, car on en a souvent parlé. C'est peut-être ici dans le cinéma contemporain, en tout cas dans la forme documentaire, qu'il y a les choses souvent les plus intéressantes qui se passent, en tout cas les plus novatrices et qui prennent le plus de risques dans un certain cinéma contemporain. Donc ce film-là, Fils de Garche, réalisé par Rémi Gendarme Cerchetti de Quoi que ça cause, eh bien il se trouve que le metteur en scène du film est handicapé, il est totalement paralysé, il se déplace en fauteuil roulant depuis qu'il est tout petit, et donc il a toute sa tête, mais son corps n'est absolument pas mobile. Et comme beaucoup d'enfants de sa condition, dans les années 80 et 90, ils étaient envoyés à l'hôpital de Garches, dans les Hauts-de-Seine, et qui était connu comme l'hôpital du handicap, justement. Donc au sein de l'hôpital Raymond Poincaré, qui a fermé ses portes en 2014, et donc Rémi Gendarme part en fait à la rencontre de plusieurs familles et de personnes qui ont fréquenté cet hôpital, on va dire, et donc ça va être toute pas forcément une suite de témoignages, mais en tout cas plusieurs témoignages, donc à la fois de parents qui
par la suite ont pu perdre leurs enfants, ou alors en tout cas d'autres personnes qui, comme Rémi Gendarme, sont handicapées de manière assez lourde, pour faire, en fait, comme il le dit lui-même, recréer une communauté de souvenirs. Et donc on verra donc à la fois, je disais, plusieurs témoignages, mais ça sera aussi entremêlé avec des scènes qui frisent avec l'onirisme, et des scènes aussi qui frisent un peu avec le cinéma d'horreur. Notamment, je pense qu'on va en reparler dans toute une séquence où on rencontre un des fabricants de prothèses et un des techniciens de fauteuils roulants au sein de l'hôpital de Garches. Donc, Monsieur Fleuret, le documentaire français et ce film-là. Alors, par où commencer c'est un film qui est... il me semble que c'est un film qui veut redonner aux personnes atteintes de ce handicap-là une véritable place au monde. Et le film, il me semble, est construit, du moins il y a le film qui répond à une séquence particulière, et je trouve que ça c'est le plus intéressant, et c'est un geste cinématographique d'une puissance rare. Je m'explique. Dans le film là, sans trop spoiler un peu le documentaire et le propos, mais il y a toute une séquence qui se déroule lors du Téléthon 92, où on voit toutes les vieilles badernes de Claude Sérillon, Gérard Rolls, Michel Sardou, en train de nous faire les tire-larmes et de jouer une espèce de comédie totalement hypocrite et extrêmement gênante sur la condition de la personne handicapée. Et il me semble que ce film, que Fils de Garches, répond entièrement à cette séquence. C'est-à-dire que comment le Téléthon filme la personne handicapée, elle le filme de manière à l'exclure totalement du champ. C'est-à-dire que, et d'ailleurs il y a une interlocutrice de Rémi qui le dit très bien, elle dit mais moi j'ai envie d'être à l'écran, j'ai envie de venir aussi, mais le problème c'est qu'il y a des marches, il n'y a pas de rampe. Et donc du coup la personne handicapée est totalement exclue du champ, et parallèlement on va mettre en perspective des personnes valides avec notamment des femmes, des mères qui ont par la suite des enfants valides. En fait, quoi. Donc des gens qui présentent bien et qui ont dit oui, mais vous voyez, le handicap, c'est pas, on peut en surmonter en ayant des enfants qui sont valides. Et du coup la personne handicapée, elle est exclue cinématographiquement ou télévisuellement, enfin d'un point de vue de l'image, du champ, mais elle est également exclue du champ mental et affectif, parce que finalement on va mettre en exergue, en point d'appui, le fait que ces personnes-là, que ces familles-là ont pu avoir des gens valides. Et le film de Rémi, je me permets de l'appeler Rémi pour ne pas écorcher son nom de famille. Et le film de Rémi, en fait, est à contradiction de cette approche, de cette représentation de la personne handicapée. C'est-à-dire que Rémi, lui, il va montrer que le handicap a une véritable place dans le monde. Alors, il y a une technique cinématographique qui est simple, basique dans le documentaire, c'est la question de l'entretien. Ici, avec des entretiens extrêmement frontaux, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que Rémi, en fait, se met en scène lui-même en train de parcourir le champ. Il vient du hors-champ, et puis il parcourt le champ pour ensuite se décaler. Il est toujours en mouvement, déjà. Et puis, il y a un geste qui est absolument passionnant. C'est lui qui cadre souvent. C'est lui qui cadre, et puis on le voit se balader avec la personne aidante. Et puis il se balade toujours en mouvement. Et puis il y a ce geste qui est extrêmement impressionnant, c'est que à certains instants, il cadre un bâtiment, et puis on le voit arriver, notamment du côté droit du cadre. J'ai une image qui est très très forte. On le voit arriver comme si en fait il essayait d'exploser leur champ et de percer le mur du champ, et on le voit arriver petit à petit, et il prend petit à petit sa place dans le champ. Et ça, il me semble que ici, il veut nous dire que voilà, nous, la personne handicapée, on a notre place dans le monde, et on a notre place du coup dans le champ cinématographique. Le corps handicapé, qui de manière générale est quand même souvent un grand absent, que ce soit du cinéma ou bien de la télévision. C'est dit d'ailleurs en plus. Effectivement, quand tu parles de cette séquence du Téléthon qui est ultra complaisante et à la limite de l'obscène,
tout ce que va faire Rémi Gendarme dans son film, justement, ça va être l'inverse à la fois. Donc on aura beaucoup d'entretiens qui, par leurs témoignages et puis leurs propos, sont vraiment durs parce que ce sont des situations familiales, médicales et puis affectives qui sont vraiment difficiles. Mais je trouve qu'il a le bon sens de justement couper avant que ça devienne du pathos. Donc c'est-à-dire que on voit vraiment des personnes qui parlent de leur parcours, qui sont très émues, mais il va pas les s'apesantir sur des gros plans avec des gens qui vont pleurer, qui vont chialer. Je trouve qu'il a la décence justement de couper avant parce que dans ce sens-là, ça renforce justement son propos. C'est-à-dire qu'on ne va pas tomber dans un truc de complaisance, dans un truc tire-larme, aller sortir les violons. C'est vraiment l'inverse total du Téléthon pour le coup, où ça sera les grands sentiments, les violons, et puis Gérard Rolls qui veut dire n'importe quoi, oui. et puis Claude Sérillon. Enfin, je pense que Gérard Rolls il dit autant de conneries sur le vélo que sur le handicap de manière générale, quoi. Donc c'est... Et donc ça, je trouve que c'est vraiment bienvenu, quoi, parce qu'en plus c'est le premier film qu'il réalise, qui a comme produit avec pas beaucoup de moyens, enfin, ce qui se voit parfois dans la forme, en termes de photos ou en termes d'étalonnage, c'est-à-dire que c'est pas dans la plus belle forme entre guillemets du documentaire qu'on pourra avoir, mais il y a une vraie sincérité qui se dégage et surtout un véritable point de vue. Donc c'est-à-dire qu'il sait les choses qu'il veut raconter et il sait comment est-ce qu'il veut les raconter en passant justement par des biais qui ne seraient pas purement de la forme documentaire via ces séquences oniriques où on voit quelqu'un qui joue du violoncelle à différents endroits de l'hôpital ou avec, comme je disais, cette séquence où on voit un des praticiens, je ne sais pas s'il est médecin, mais qui en tout cas fabrique les prothèses et on le voit en train de mettre des prothèses sur un corps de mannequin enfant et la manière dont c'est cadré, que ce soit par des plongées zénitales ou par certains gros plans sur les mécanismes, on est vraiment sur une monstration du film d'horreur finalement. Oui, il y a des choses qui sont... C'est vrai que le film divague. Le film prend des contours très 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 diversifiés. Mais pour revenir sur ce que tu disais sur le cut de l'émotion, je pense pas que le but du film soit d'émouvoir. Je pense que le but du film, c'est, comme je disais d'abord, c'est de donner à la personne une vraie place dans le monde, et c'est surtout donner à comprendre. En effet, rien ne nous est épargné, tous les mécanismes émotionnels, médicaux, chirurgicaux de l'institution aussi, de l'institution, tous sont montrés. Et en effet, on veut pas faire pleurer dans les chaumières, on veut pas tirer dans les larmes. Il y a une larme qui se dégage avec avec la petite sœur d'un intervenant. Mais c'est très très pudique. Déjà cette femme elle esquisse un léger mouvement de tête en plus. Enfin, tout est pudique dans cette séquence, c'est absolument admirable. Alors que on est sur une histoire qui est quand même très lourde. Mais non, il veut pas se positionner en tant que victime. Il veut essayer vraiment de comprendre en fait comment ça s'est passé. T'as ce truc aussi où tu pourrais dire que ça serait un film qui pourrait être fait pour entre guillemets rendre de la dignité à des personnes, sauf qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur rende la dignité parce qu'ils l'ont déjà. Parce que de toute façon ils l'ont déjà. Oui. Par leur parcours de vie et par tout simplement la manière dont ils racontent les choses et le recul qu'ils ont. Par exemple, dire de ce film que ce serait un film courageux, je pense que ça serait rentrer dans une logique, un petit peu dans cette logique du Téléthon en disant oh là là, quelle résilience, oh là là, quel courage. Quand même, bravo, il est fort. Bravo, et tout, il est handicapé, il a fait un film, c'est bien. Ouais, voilà. Alors que non, c'est. Alors que pas du tout. Parce que ça serait beaucoup trop simple et parce que ces personnes existent et qu'elles sont là et qu'elles ont été dignes avant et qu'elles le sont maintenant et qu'elles le seront après. Mis à part le film. Le film n'est pas là pour ça, mais dans ces divergences, dans ces petits méandres, c'est là que le film devient vraiment le plus beau, parce que le film fait quand même 1h25. On pourrait croire que avec une succession d'entretiens, le film pourrait un petit peu baisser de rythme. Ou être redondant dans les témoignages. Et en fait, pas du tout, parce que, déjà, les entretiens ne racontent jamais la même chose. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis il y a ces espèces de mécanismes horrifiques, même quasi arty, avec cette performance à la fin là de cet homme avec le 36-37 tatoué, qui est un acte bouleversant. Le numéro du Téléthon. Se faire tatouer le numéro du Téléthon, c'est
il y a quelque chose d'éminemment politique, voire de quasi-punk à faire ça, c'est assez incroyable. Et puis cette divagation avec ce personnage, on dirait une espèce de croque-mort qui joue une musique très dark, on se croirait limite dans un film de René Clair, enfin, ça nous permet en même temps ça permet au film en fait de se surélever et de dépasser un petit peu sa condition de documentaire d'entretien, et là on arrive vraiment sur un vrai et bel objet d'art. Ça reste assez fascinant vu que c'est fait avec comme tu le disais, avec des moyens somme toute assez limités, mais il y a sur un tournage en plus au long cours, au long cours, mais en gros il y a une idée par plan. Sur le film, il y a une idée par plan, donc du coup, ça reste un film assez vertigineux de ce point de vue-là. Ouais, je suis d'accord. Puis c'est vrai que justement, ça dépasse, on va dire, son sujet qui pourrait être un doc débat de France 2 avant de faire une grande soirée débat avant le Téléthon, justement, en se disant, voilà, on va avoir une palanquée de témoignages de gens qui vont parler face caméra, là. Alors que justement, il arrive à déjouer ce principe de documentaire télévisuel par, comme je disais, un point de vue et une vision assez assurée sur les choses, quoi. Justement sur le rapport avec l'institution, avec les médecins, sur les moyens qui sont alloués ou non, parce que Garches, c'était quand même pendant plusieurs années, entre guillemets, la Rolls-Royce de l'handicap, parce que c'est là qui testait tous les nouveaux modèles de fauteuils roulants et compagnie. Donc c'était une vraie institution où justement t'as l'impression que c'était comme on l'a entendu en pré-générique, la voie de garage en fait pour les gamins qui étaient handicapés, parce que t'avais la chapelle au milieu, et donc si c'est foutu pour eux, on les foutra dans la fosse commune de la chapelle, quoi. C'est quand même une vision, je pense, assez terrifiante quand t'arrives là-bas, je sais pas, quand t'es gamin, quand t'as 6 ans puis que tu ramènes ton gosse. Ouais, de toute façon ils le disent, qu'il y a des souvenirs ou même la petite sœur d'un des intervenants qui dit j'étais petite mais j'avais 5-6 ans, mais j'en ai encore des souvenirs très marqués encore. Après ce qui est aussi par rapport au médical, ce qui est raconté par rapport au médical, c'est quand même fou par rapport à la question de la douleur et de la souffrance, où en fait comment la douleur, et on en parlera après avec les films de Hanui, mais c'est vraiment de la douleur que peut naître aussi l'amour et l'humanité. Et ça reste quand même un constat assez terrible du monde, où en fait pour être heureux, en fait c'est compliqué, et tout simplement, et ici je trouve que c'est admirablement mis en image, parce qu'on reste à distance, parce qu'il y a un vrai travail de point de vue, en effet, comme tu le disais Thomas, et du coup ça nous fait un objet filmique qui ne ressemble pas à un documentaire conventionnel, avec des aspérités surréalistes, des aspérités horrifique. Et puis j'avais oublié de le dire, mais il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est ça pose une question, c'est pourquoi il filme autant la matière. Il filme beaucoup la matière, il filme beaucoup les murs, il filme beaucoup les fenêtres, il filme beaucoup les toits, et cette matière-là, j'ai l'impression que cette matière qui est... c'est la matière de l'enfermement, quoi. Ouais. Alors il me semble que tu as l'enfermement, mais il veut aussi mettre peut-être en parallèle la matière, une matière solide, avec la matière d'un corps qui est plus ou moins solide, et en fait du coup il essaie de mettre un parallèle, mais d'un autre côté cette matière physique, le béton, le ciment, la brique, avec cet hôpital qui a fermé, du coup elle est un petit peu en décrépitude aussi, donc du coup tu sais pas trop où te placer, donc du coup le corps il est fort, des corps, des bâtiments, et ouais, le corps il est fort, mais en même temps il est en train de se casser la gueule, donc tout ça fait que tout ça fait qu'en fait Rémy nous parle vraiment au-delà de la condition de la personne handicapée, il nous parle vraiment d'un monde global qui n'est pas en déliquescence, mais qui se fissure, qui se fracture éternellement, continuellement. Et ça, c'est absolument terrible. Heureusement, il y a de la beauté qui se dégage, parce qu'il y a un geste cinématographique qui est fait, et ce film-là est un énorme geste cinématographique. Merci Monsieur Floret. Donc c'était Fils de Garches de Rémy Gendarme Cerquetti, qui, comme je le disais, n'a pas connu encore d'exploitation commerciale en France, mais il y a entre guillemets une mini-tournée qui se passe en France, donc notamment la semaine prochaine au Centre Pompidou. Et pour ça, on remercie notre amie Marie Séché, qui organise tout ça, qui a participé à la production du film et qui nous a quand même encouragé à le voir. Et elle a bien eu raison. Merci Marie. Merci, bisous.
On va passer à toute autre chose, on va passer dans le mélodrame du côté de Hong Kong, et pour ça on écoute une chanson qui n'a strictement mais rien à voir du tout. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Les Clopes avec Téléphone cellulaire ne m'appelle plus. Donc excellent faux groupe apparemment fait par un vrai groupe donc de pastiche de Cold Wave, absolument merveilleux. Il y a plusieurs EP, s'écoute sur Spotify, YouTube, tout ça. Donc voilà. Excellent groupe qui a fait un autre tube aussi qui s'appelle Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Excellent groupe qui n'a aucun rapport, mais strictement aucun rapport avec ce dont on va parler dès à présent. Donc ce sont deux sorties plus ou moins récentes, puisqu'il y en a un qui est sorti avant l'été, donc de deux films de À Nuit qui sont édités chez Spectrum Film. Le premier, donc c'est 18 Springs, 18 printemps pour ceux qui auraient raté leur bac de anglais LV2, donc de 1997, et le deuxième, donc c'est Love in a Fallen City, l'amour dans une ville déchue, de 1984. Donc deux films de À Nuit qui sont adaptés d'une même auteure, donc qui est Hélène Chang, qui est une des grandes auteurs, on va dire, de la littérature contemporaine du milieu du siècle, entre les années 30 et la fin des années 40, avant qu'elle ne parte pour les États-Unis en 1949, car comme vous n'êtes pas sans le savoir, en 1948, notre ami Mao est arrivé en Chine et a foutu un petit peu un sbeu, ce qu'on appelle la révolution culturelle. Et donc, À Nuit a réalisé deux adaptations de cette autrice, une troisième d'ailleurs, même après Love in a Fallen City. Et À Nuit, qui c'est À Nuit ? Eh bien, À Nuit, c'est un des grands noms de la nouvelle vague du cinéma hongkongais, donc à la fin des années 70, début 80, puisque comme Choyark, elle débute en 1979 avec The Secret, et après, elle aura quand même peut-être une des plus grosses filmographies de cette bande du nouveau cinéma hongkongais, qui comptait John Woo, Ringo Lam, voilà, un peu plus tard des Johnny To, tout ça qui est un peu plus tardif, mais donc c'est un des grands noms dont on n'avait encore jamais parlé, je crois, dans cette émission, et c'est pour ça qu'il vient d'arriver. Pour en parler, il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être parmi nous donc, pour parler de À Nuit, car vous êtes notre spécialiste du cinéma extrême oriental, si l'on peut dire. Alors donc ces deux films assez particuliers de À Nuit, qui sont, on va dire, deux mélodrames historiques qui se passent dans les années 30 et 40. On va commencer, je pense, par Love in a Fallen City, donc qui est le film le plus ancien puisqu'il date de 1984, avec un tout jeune Choi Yun-fat, avant qu'il ne fasse les méga cartons chez Ringo Lam ou chez John Woo. Enfin, il était tout jeune, mais il avait déjà une quinzaine de films à son actif quand même. Le pépère, hein, donc film avec Brother Choi Yun-fat et Cora Miao, qui se passe entre Shanghai et Hong Kong au début des années 40, donc au début de l'occupation de nos amis japonais sur le territoire chinois. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur À Nuit et Love in a Fallen City, Doctor ? Eh ben, écoute, moi j'avoue qu'À Nuit, c'est pas forcément la cinéaste que je connais le plus. Faut quand même rappeler que c'est une des rares femmes cinéastes de la nouvelle vague hongkongaise, voire peut-être même la seule, puisque ça reste. En tout cas, la seule vedette. Voilà, et ça a été en tout cas, ça a été très longtemps même encore, c'est encore largement un métier d'homme, le cinéma, la réalisation en tout cas. L'industrie hongkongaise. À Hong Kong, c'est pas un cinéma qui est extrêmement féminisé, en tout cas du côté de la réal. Et À Nuit, c'est vrai qu'elle s'est plutôt faire connaître, elle, avec la trilogie vietnamienne. Voilà, elle a une tendance plutôt sociale, plutôt réalisme social, notamment avec Boat People, qui est un de ses premiers gros succès. Oui, qui est le film précédent, Love in a Fallen City. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, parce que c'est vrai que moi j'avais un peu cette image-là en fait de À Nuit, mais parce que je connaissais mal sa filmographie. En fait, 84, c'est assez étonnant, parce que c'est un film produit par la Shaw Brothers, qui était encore vivante à l'époque, visiblement. Qui était en fin de course. Qui était en fin de course, mais qui était encore vivante. Et c'est vrai qu'elle a aussi œuvré assez largement dans le mélodrame historique, le mélodrame effectivement années 30. C'est marrant parce que la même année, il y a Choyark qui fait Shanghai Blues, justement, qui est aussi un genre de mélodrame revisité dans les années 30. Alors moi, je dois avouer que j'ai un petit faible, en fait, moi, pour ce type de mélodrame historique, parce que déjà tout le monde est super classe.
Shoyun Fat est classissime. Il porte le costard, c'est énervant. Le costard crème de manière, et il est à la fois charmeur et en même temps totalement amoureux. Enfin, désagréable. Et puis elle est, moi je trouve très bien dans cette espèce de rôle, parce que alors Anhui, c'est ça le truc qui est intéressant chez elle justement, c'est que dans les mélodrames, elle a plutôt un regard effectivement féminin sur le mélodrame, plutôt qu'un regard plutôt que les hommes qui font du mélodrame. C'est un petit peu différent, comme Sœur, même si le mélodrame a toujours été lié plutôt ce qu'on appelle du film pour femmes, du women pictures. Ça vient de la tradition hollywoodienne, et c'est vrai que quelque part le mélodrame hongkongais d'époque, il a ce charme un peu suranné, justement des films, des mélos des années 30-40 à Hollywood, c'est-à-dire on est super classe, on est dans des sentiments qui sont exprimés de façon toujours très c'est vraiment des éloges de la timidité, de la timidité amoureuse et du geste, et des problèmes que ça pose. Avec donc ce Shoyun Fat qui est très occidentalisé, qui donc est assez charmeur, assez roublard, et puis elle qui vient d'une famille affreuse, qui vient d'une famille de monstres, où on sait pas comment la caser, et commence à être vieille, 27 ans, donc mais elle est vieille pour l'époque, oui, pour les années 30, voilà, c'est et donc on sait pas quoi foutre d'elle, et en fait une vieille fille, quoi. Voilà, et il y a un truc moi que je trouve très bien, il y a par exemple une phrase que j'aime beaucoup dans ce film là, c'est que ce qui charme Shoyun Fat, et il se moque d'elle en même temps qu'il lui dit ça, mais c'est en même temps il se moque d'elle et en même temps c'est sincère, il dit votre qualité, c'est que vous savez super bien baisser les yeux, et en même temps en lui disant ça, il l'invite à relever les yeux, et il y a plein de moments en fait où il relève le menton, il la force en quelque sorte à le regarder dans les yeux, et à s'affirmer en tant que être son égal, à être son égal, à s'affirmer en tant que femme, et du coup quand la guerre éclate dans la dernière partie du film, où il y a quelques scènes de pas d'action mais un peu spectaculaires, de baston, moi je trouve qu'il y a des trucs intéressants aussi, parce que les Anglais qui sont montrés comme des espèces de trous de balles pleins de morgue pendant une bonne partie du film, comme souvent dans le cinéma hongkongais. C'est ça qui est moi je trouve c'est là où tu vois qu'Anhui, il y a une intelligence, moi je trouve quand même de la narration, c'est que à la fois elle donne des gages au public hongkongais sur les clichés habituels qu'on attend, quoi, le rôle des femmes, la représentation des étrangers, et en même temps elle arrive toujours à retomber sur ses pattes, et par exemple sur la représentation des Anglais, il y a un moment ils sont obligés d'aller dans un tunnel, et là toute la domination, tous les rapports de domination qui existaient disparaissent, parce qu'ils sont tous assis contre un mur en ayant la trouille pour leurs enfants, et là du coup les Chinois et Britanniques se retrouvent côte à côte, et il y a une espèce d'unité finalement qui apparaît, qui est une unité dans le malheur, je veux dire, dans la peur, dans la peur, et donc il y a une espèce de d'égalité, de revendication d'égalité, moi je trouve un petit peu à la fois d'égalité homme-femme et d'égalité british HK, et tout ça est d'égalité raciale, puis de classe, et tout ça est très, très élégamment filmé et très élégamment éclairé, etc. Thibaut. Oui, moi, je trouve que moi c'est un film sur la dureté. Alors déjà dureté en tant que spectateur, parce que même si le film dure 1h35 je crois, ou un truc comme ça, le rythme est très très particulier, parce que les dialogues sont très très écrits et déclamés de manière quasi théâtrale. Même pour un mélo, c'est vraiment une forme. Oui. Donc là on est sur c'est assez, ça peut être assez déstabilisant, mais en même temps cette dureté, on va dire formelle, est absolument indispensable pour comprendre un petit peu la dureté, comme le disait le doc, de la condition, on va dire, sociale et familiale du personnage féminin, qui est enfermé dans cette maison au cœur d'une famille, tu le disais, totalement détestable. Et la place qu'a ce personnage féminin dans le cadre est extrêmement importante. Elle est toujours reléguée un petit peu au fin fond, voire dans le hors-champ, ou alors avec les sons de la famille qui discutent d'elle, alors qu'elle est... alors du coup ça l'enveloppe complètement. Dureté également par rapport au personnage de Shoyun Fat, parce que finalement il a un personnage qui est pas évident, parce qu'il peut être très séducteur, charmeur, en même temps il est pas super sympa non plus, il est macho. Il a un côté connard. Il a un petit peu de côté connard, il peut être des fois hyper macho, mais en même temps lui aussi est prisonnier d'une dureté, d'une condition quasi moderniste, c'est-à-dire que en gros pour le personnage féminin, il faut qu'il y ait mariage, c'est le poids des traditions. Pour le personnage masculin, il ne faut pas qu'il y ait de mariage, c'est le poids de la modernité. Et en fait, du coup, toutes ces deux duretés-là vont se retrouver totalement éclatées, mises à plat et éclatées avec cette dernière partie. Et du coup, qu'est-ce que Anhui nous apprend ? C'est que, comme fils de Garche, c'est qu'en fait, c'est de la véritable dureté du monde que va pouvoir naître
le plus beau des sentiments, c'est-à-dire ici le sentiment amoureux, et avec un rapport de la place du personnage féminin qui du coup se renverse, alors qu'elle était exclue du champ, ou alors que son environnement ou alors elle était enfermée dans ses lignes avec ses décors dans cette baraque là où elle n'arrive pas du tout elle n'arrive pas à s'en extraire, ou alors avec ses paroles qui parlent d'elle, qui l'entourent, qui l'englobent littéralement. Ici, le rapport va être inversé et elle va pouvoir enfin avoir le droit à une plongée où elle peut regarder la personne en plongée, et du coup elle va pouvoir s'épanouir comme ça, parce que en fait elle a connu le sentiment amoureux, mais le sentiment amoureux est venu de quoi? D'une espèce de dureté des conditions qui soient politiques, sociales, familiales et qui vont pouvoir être éclatées, et j'ai envie de dire merci la guerre limite pour ça. Mais c'est ce que dit le texte final d'ailleurs, le texte d'épilogue dit que voilà, justement à travers un événement historique qui a provoqué la mort de millions de personnes, puis qui a donné une révolution, il y a aussi on contrôle pas ce que sa place dans l'histoire finalement, et on contrôle pas ce qu'on vit à travers la grande histoire, comment notre petite histoire résonne avec la grande, et moi je trouve qu'il y a des scènes dans la dernière demi-heure, il y a des scènes moi que je trouve vachement touchantes, quoi. La scène du lavage du sol. Ouais, où c'est lui, admirable. Où c'est lui qui fait les tâches ménagères et le truc de la main sur le mur, sur le mur humide, et c'est plein de petites touches comme ça qui font, et puis je trouve que le couple moi fonctionne vachement bien, quoi. Et Chow Yun-fat, et il y a toute la métaphore du mur aussi, et puis Chow Yun-fat qui va aussi avec les questions de la dureté, de la rugosité justement de l'existence, et puis Chow Yun-fat, t'as un peu l'impression que c'est qu'il commence à créer sa propre personnage d'acteur, sur son côté à la fois dur, mais surtout son côté hyper romantique, qui va être vraiment mêlé à la fin des années 80 avec The Killer de John Woo, où à la fois c'est un véritable enculé parce que c'est un vrai tueur à gages hyper méthodique, très professionnel, mais avec ce côté charmeur et ce côté ultra romantique en fait, qui va réussir à mêler dans les films, et qui réussit très bien. Enfin là, moi je trouve qu'il est il est il impérial. était tout jeune, dès qu'il arrive à l'écran, tu fais la classe, la classe, mec. Même encore maintenant, le mec, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment le mec le plus classe de Hong Kong avec Tony Leung, quoi. Ouais, et ça, c'est vrai que moi j'avoue que ça me fait très plaisir de voir ce Hanoi que je connaissais pas, ce Chow Yun-fat non plus, que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vu, et qui est très différent effectivement de ce qu'on peut connaître de Chow Yun-fat, et alors c'est ça aussi chez Hanoi, mais je pense qu'on va en reparler aussi pour 18 Springs, c'est que c'est pas, il n'y a pas de cynisme chez Hanoi, c'est du vrai mélodrame premier degré. Les amours sont sincères, et même si les personnages peuvent jouer des sentiments, il y a pas de cynisme. Par contre, il y a, moi je trouve, un commentaire sur la vie familiale qu'on retrouve dans 18 Springs, et notamment une espèce de, moi je trouve, de lucidité, notamment sur la place des mères, quoi, qui sont des personnages qui passent leur temps à essayer de marier leur fille contre leur gré, et qui passent leur temps en fait à être des obstacles à l'épanouissement de leur propre fille, parce qu'elles-mêmes ont vécu ça dans leur propre vie. C'est-à-dire, et c'est vraiment des films alors pour le coup, moi je pense qu'il y a une dimension assez féministe là-dedans, dans l'analyse du conditionnement féminin, comment la société chinoise traditionnelle conditionne les femmes à être leurs pires ennemis, et qui justement encore et plus, les mecs par contre ils ont des maîtresses, dans 18 Spring, film plus récent entre guillemets de 1997, où peut-être on peut encore voir planer ce spectre à l'époque de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. On en a beaucoup parlé ici, mais qui est un film en termes narratifs est beaucoup plus dense, parce que donc qui dure plus longtemps, qui dure 2 heures déjà, qui dure 2 heures, et qui s'étale justement sur 18 années d'absence du couple, puisque ça cheval entre les années 30 et les années 40, entre Shanghai et puis Nankin. Et Nankin en plus c'est pas rien, parce qu'en 1938 il y a le massacre de 100 000 personnes voire plus de Chinois par l'armée japonaise, ce qui avait donné un excellent film, City of Life and Death, mais donc un gros massacre qui a largement traumatisé le peuple chinois, et qui est toujours une genre de revanche à prendre sur l'ennemi japonais. Et donc ce film là est avec Jackie Liu, Lin Lai et la merveilleuse Anita Mui, justement. Ah là là, j'étais super content, parce que moi j'ai toujours été un petit poil amoureux d'Anita Mui, que j'ai toujours, même si j'aime beaucoup Brigitte Lin,
dans un genre plus androgyne, on va dire. Mais Anita Mui, c'est The Woman, quoi. Franchement, quoi, c'est faut pas dire ça, hein, mais elle est extrêmement et donc là, pareil, belle, histoire d'amour, on va dire, qui est compliquée par des raisons familiales et des raisons de classe. Puis plusieurs histoires d'amour, parce qu'en fait, tout le monde dans le film, il y a une demi-douzaine de personnages et tout le monde a des histoires d'amour où ils sont jamais heureux, en fait. Voilà, c'est ça le truc. Et tout le monde se croise et personne n'est jamais avec la personne avec qui il veut être. Où il y a un ouvrier qui devrait se marier avec une fille, mais les parents veulent pas, donc du coup ils font un échange et puis après ils se séparent, puis ils se retrouvent, et c'est justement comment est-ce que 18 ans après, en fait, finalement cet amour qui a été tué dans l'œuf est encore vivace, quoi. Parce qu'il me rappelle le film de Patrick Tam qu'on a fait il y a 2 semaines, My Heart is That Eternal Rose, qui justement parlait un petit peu des mêmes problématiques. Mais sauf que là, c'est dans le cadre d'un film historique, justement, où ça renforce le poids de la pression sociale et de la pression familiale, et comment est-ce que ce qu'on soit une femme, on va dire, de parents aisés, ou un pauvre petzouille qui bosse à l'usine, ça va être les mêmes problématiques finalement qui vont se retrouver, que ce soit entre des hommes d'une caste sociale basse et des femmes riches, parce que finalement la place des femmes à l'époque n'est pas plus ragoûtante que celle des pecnos. Non, puis alors il y a cette idée dans ce film qui par ailleurs que j'ai trouvé très beau, et d'ailleurs je trouve que c'est intéressant de voir les deux ensemble, parce qu'il y a vraiment une cohérence. Il y a une cohérence vraiment visuelle à presque 15 ans de distance, et il y a un soin qui est apporté à la direction artistique, à la place des décors, au motif de la grille. C'est toujours, je sais pas, et je serais vraiment curieux de savoir où est-ce qu'elle filme. Alors, je sais que c'est essentiellement du studio. Mais il y a des scènes extérieures, je serais curieux de savoir où est-ce que c'est filmé, parce qu'elle arrive vraiment à trouver ton équipe arrive vraiment à trouver. C'est du mélodrame, de toute façon souvent le mélodrame c'est quand même plutôt un cinéma de studio, pour justement pouvoir maîtriser tous les éléments de la lumière, comme Cirque ou bien comme Fassbinder, justement, ce retravail du mélodrame. Et là il y a des choses très belles. Alors tout le monde est très beau, hein, évidemment, les filles, garçons, on est dans le et avec cette espèce de description d'une jeunesse qui en a marre de la tradition, mais qui sait pas comment se détacher des questions familiales, et encore une fois avec ces personnages de mère qui sont un poil plus sympathiques quand même dans 18 Springs, qui sont un peu moins monstrueuses, mais qui sont elles aussi toujours des espèces de vecteurs les questions, en fait, les vecteurs du patriarcat, c'est-à-dire que les mecs ont même plus besoin d'être dans la domination directe, les femmes s'occupent de tout. Et ça, c'est terrible. Moi, je trouve que c'est terrible ce que ça dit mais ce qui, je pense, est assez juste sur les c'est parce que les femmes deviennent des salariés du patriarcat, quoi. Aliénées qu'elles sont. Et pourtant, c'est ça le truc. Et pourtant, on sent bien que c'est pour ça qu'elle choisit cette période aussi, à mon avis. Anoui, dans les 2 films, c'est qu'elle sent bien que c'est la période où ça commence à frotter, justement. Dans 18 Springs, il y a cette fille qui est ouvrière, mais elle est pas que ouvrière, elle est comptable, donc elle a fait des études, et puis ensuite elle devient institutrice. C'est quelqu'un qui a conscience. Il y a une conscience de classe quand même qui commence à émerger. Et puis parce que de toute façon, on sent déjà entre guillemets le spectre du maoïsme qui arrive à la fin des années 40. Donc il va y avoir d'autres chambardements qui vont amener à ça. Et en fait, on a ces jeunes qui sentent bien, tu vois. Et puis sa sœur, donc, qui est interprétée par Anita Mui, qui est donc une danseuse, donc sous-entendu une prostituée, ou en tout cas une ancienne prostituée. Qui d'ailleurs il va y avoir un turnover au bout d'un moment où il y a une scène où elle fait un truc qui est odieux pour se venger de sa sœur qu'elle trouve trop parfaite finalement, et moi je trouve que ça donne des scènes entre les deux qui sont magnifiques, moi je trouve. Et pareil, Anita Mui, qui est pourtant quelque part un peu la méchante du film, elle le fait bien. Ah ouais, elle le fait super bien d'une part, et en même temps toute la douleur de ces femmes qui deviennent les maîtresses de mecs riches, mais qui parce que c'est des femmes considérées comme légères, sont traitées comme des moins que rien. Il y a toute cette douleur là qui transparaît et qui explique pourquoi est-ce qu'elle se comporte avec sa sœur comme elle va se comporter avec sa sœur dans le film. Et c'est à la fois hyper cruel ce qu'elle fait, et en même temps
tu peux pas, il y a une logique. Tu peux pas la détester totalement parce que tu vois tout ce qu'elle encaisse aussi. Et on peut comprendre voilà jalousie, différence justement, c'est-à-dire sa sœur qui a une vraie histoire d'amour alors qu'elle n'est que utilisée par les hommes, donc elle va contrarier cette histoire d'amour. Et puis alors il y a des histoires de lettres qu'on reçoit, moi j'adore ça, les histoires de trucs de destin, des lettres qu'on reçoit pas et qu'on se découvre 10 ans après en fait que ah ben oui j'ai jamais reçu ta lettre quoi, tu vois. Et là la rancœur, la scène finale, la double scène finale en fait où les couples qui n'ont pas pu se mettre ensemble se retrouvent une dernière fois ensemble, et notamment la scène dans le restaurant avec le couple principal. Alors moi j'ai trouvé qu'elle était surtout que ça se finit comme ça, hein, je veux dire ça se finit, il y aura pas de pommes. Voilà, et alors c'est moi ça j'avoue que j'aime bien, et puis alors je me rends compte peut-être que c'est moi qui deviens réac en vieillissant, mais j'avoue que j'aime beaucoup la pudeur d'Anne Hui sur les corps, c'est-à-dire où par exemple dans Love in the Fallen City, il y a un baiser. Mais le baiser, quand il arrive, il signifie quelque chose, tu vois. Il a un vrai sens. C'est pas un baiser gratuit. Voilà, il a un vrai sens. Et puis il y a des trucs sur la bouffe, le fait de partager la nourriture, le fait de prendre de la nourriture dans le plat aussi, et de la mettre dans le plat, dans le bol de riz de l'autre. Il y a plein de choses qui. C'est d'un érotisme. Voilà, c'est pas d'un érotisme, c'est justement un sentiment, c'est des sentiments. Alors il y a une part d'érotisme je trouve, mais c'est pas de l'érotisme à l'occidental. Voilà, ça n'a rien à voir avec ça. C'est de l'érotisme à la Wong Kar-wai, quoi, à la Maggie Cheung, quoi. Voilà, ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Et moi je trouve que voilà, dans cette scène-là, par exemple dans 18 Springs, la scène finale quand les deux se retrouvent et qui se touchent pas et puis tout d'un coup ils se serrent dans les bras l'un de l'autre, moi j'ai trouvé que c'était j'ai trouvé ça, je trouve qu'il y a une force, je veux dire, une charge émotive qui effectivement est super forte. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé ces deux films là, à la fois très classiques, mais si on aime le mélo classique, justement, si on aime le cinéma, voilà, le mélo, c'est le cinéma. Si on aime le mélodrame classique, si on n'a pas peur de passer pour un idiot parce qu'on est ému, parce que juste des gens se regardent ou des gens se frôlent, voilà, pour moi justement, moi je suis très très preneur de ce genre de film-là. Et j'étais très contente de les découvrir. Alors voilà, je reconnais que donc c'était deux films de Anne Hui ressortis chez Spectrum Film dans de très belles éditions, donc Love in a Fallen City et 18 Springs. On va s'arrêter là et on va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Donc les coups de cœur, Dr Erwan. Alors moi ça sera plutôt un double rip personnellement, puisque j'avais pas vraiment de coup de cœur, mais j'avais envie de faire un double rip quand même, puisque j'ai découvert un peu tardivement le décès de deux personnes que j'aime beaucoup et je suis très triste. C'est d'une part Sonny Chiba qui est mort cet été, The Street Fighter. Et n'oublions pas que si Bruce Lee arrache les poils, Sonny Chiba arrache les couilles. Voilà, une grande sentence qui est prononcée dans tes toilettes et qui a été prononcée par un ami à moi après m'avoir montré la trilogie Street Fighter, ce dont je lui suis énormément reconnaissant, je te remercie à elle. Et deuxième rest in peace, c'est Melvin Van Peebles, grande immense figure du cinéma et de la cause afro-américaine, qui nous a quitté la semaine dernière. Pas un mot sur les médias français quand on voit ce qu'on tartine sur ce gros con de Bernard Tapie. Je me dis qu'il y a vraiment des claques qui se perdent. Des coups de latte dans la gueule. Des coups de latte dans la gueule de Sonny Chiba et des arrachages de couilles. Merci, docteur. Carrément Fleuret, peut-être de meilleures nouvelles. Oui, de meilleures nouvelles. Deux coups de cœur. Premier coup de cœur, Stade Rennais Football Club 2, Paris Saint-Germain 0. Ça fait plaisir. Excellent match, un gros match. Gros match. Voilà, plaisir. Ça valait le coup de payer cher sa place. Oui, ça c'est la politique du stade malheureusement. Hein. Sur des moyens illégaux, on peut le voir gratuitement également, parce qu'aller au stade en payant ce prix-là, il n'y a pas moyen. Deuxième coup de cœur parce que après le tennis, pas du tout, après le football et la NBA, et la NBA, mon autre sport fétiche, c'est le cyclisme. Et oui. Et donc ce week-end, il y a eu l'édition dantesque du Paris-Roubaix. L'Enfer du Nord n'a jamais aussi bien porté son surnom. Il y a eu du casage. Oh là là, c'était... Il y a eu du vautrage. Ah, il y a eu de la boue. Hein. J'étais Paris-Roubaix et les mecs se sont fait marcher sur les bras. De l'autre côté, c'était absolument magnifique. Bon. Merci, carrément Fleuret. À propos de magnifique, moi, ça sera un film que j'ai découvert parce que je connais très mal ce cinéaste qui m'a toujours paru un peu chiant, peut-être à tort. C'est Paris, Texas de Wim Wenders. Un peu, genre aussi autre mélo moderne absolument magnifique. Mais que de quoi
quoi. Robbie Mueller à la photo est absolument Paris, dantesque. Texas, c'est un super film. Ah putain, c'est un super film, super musique. J'ai une émotion. Je vous le cache pas. Harry Dean, incroyable. Dean Stockwell, Natasha Kinski. Il n'est jamais trop tard pour attraper les classiques. Immense chef-d'œuvre. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Exactement. Merci Valentin pour la technique, merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures radiophoniques et cinématographiques. Bonne soirée à tous et à ciao, bonsoir. Salut. Salut.